Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. On va faire un peu le tour du marché, que ce soit le marché des cryptos, le marché des actions américaines. Et on va voir un peu la tendance générale et comment tirer profit pour nos prochains investissements. On se retrouve directement sur mon écran en partage d'écran. Du coup, hop, on est directement sur la charte de l'US 30 juste ici. Donc l'US 30, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'indice américain qui regroupe les 30 sociétés industrielles. Et du coup, là, on voit là, du coup, sur la charte, donc là, hop, je me mets en daily, donc une bougie égale un jour, qu'on est toujours en tendance haussière. Bon, après, on va voir un peu, c'est un peu la globale sur les marchés américains, ce qui est plutôt rassurant pour nos investissements. Là, directement, on voit que voilà, on est bien en tendance haussière en daily. Donc, par rapport à cet indice-là, si on dézoome un peu en weekly, donc une bougie égale une semaine en plus long terme, on voit qu'on s'est bien remis du gros retracement qu'on a eu, parce que n'oubliez pas, printemps 2025, on a eu un gros retracement sur les marchés, marché des cryptos, c'est pour ça il y a énormément de gens qui se sont fait liquider, pareil pour ceux qui avaient des actions, etc. Pourquoi? Parce qu'on a eu des taxes douanières de Donald Trump qui l'a instauré un peu au monde entier, il a fait la guerre commerciale à tout le monde, et du coup, de ce fait, on a eu un gros retracement, quand même pas négligeable, hop, de voilà, jusqu'à un pic à moins 18%, on va dire à moins 20% si on prend tous les marchés de manière générale. Donc on a eu une descente de moins 20% et là on a bien repris. Donc là on est carrément au-dessus des niveaux, euh, pardon, des niveaux avant taxe. Du coup là voilà, on voit qu'en weekly, donc à long terme, moyen terme, on a bien repris une tendance haussière. Donc voilà, c'est plutôt rassurant pour l'économie et du coup, nous pour nos investissements, ça va nous permettre d'être profitables sur les prochaines semaines si la tendance continue. On voit pareil du coup sur l'US 100, donc le Nasdaq, donc qui regroupe les 100 entreprises technologiques cette fois-ci, donc Apple, Nvidia, Tesla, toutes les tech, toutes les sociétés tech américaines. Et là on voit quoi? Même schéma, pareil, gros retracement lié aux taxes douanières, hop, et on est reparti. Et on est reparti encore même plus vite, je crois, que sur le Dow Jones, l'US 30. Et voilà, on voit que voilà, la tendance n'est pas inquiétante, c'est très haussier, il n'y a pas de signe de retournement, donc pour l'instant, on peut interpréter ça que positivement. Donc voilà, c'est pareil pour le S&P 500, même principe, un panier de 500 entreprises en Amérique. Donc là, on voit pareil, même schéma, hop, on a eu un gros support que j'avais tracé il y a longtemps, je crois il y a presque un an. Et voilà, on a rebondi dessus, on est reparti directement. Donc voilà, même schéma. Donc voilà, on peut dire que là, sur les marchés, c'est pas mal ce qui se passe sur les marchés américains. Parce que voilà, les investisseurs ils sont confiants, les actions montent. Voilà, donc les actifs à risque prennent en valeur. Et du coup, nous, c'est parfait, que ce soit pour nos investissements dans la crypto, etc. Donc bon, voilà, l'or, par contre, a énormément explosé. Bon, voilà, c'était une année un peu compliquée, avec beaucoup de guerres, beaucoup de conflits, beaucoup d'incertitudes. Donc forcément, l'or, il fait quoi? Il rebondit. Voilà, j'avais fait une petite vidéo, je crois qu'il a fait vers les 45% sur un an, c'est énorme, je crois que c'est une de ses meilleures années. Donc l'or, voilà, par rapport à ça, donc, c'est une année haussière pour l'or aussi. Donc du coup, si on passe sur la partie crypto, là on a la charte directement de Bitcoin. Bitcoin, vous savez, c'est un des actifs avec lequel on fait le plus d'argent, on n'envoie que des trades, que des longues, avec l'or aussi, parce que l'or on l'a fusillé toute l'année. Mais là, le BTC, pareil, on voit qu'on respecte bien la théorie de Do, DOW. Du coup, c'est quoi la théorie de Do? C'est qu'en gros, on fait des hauts, là, des pics toujours de plus en plus hauts, et des bas, des creux toujours de plus en plus hauts. Donc ça veut dire, c'est les bases, ça veut dire en gros que c'est bien une tendance haussière qui est confirmée, et à aucun moment cette tendance a été retournée. Donc là, on voit qu'on commence à latéraliser. Voilà, il y a un peu plus de calme là sur le marché, il y avait un peu moins de volume, mais voilà, c'est toujours très haussier. Si je vous montre un peu les performances, hop, je crois voilà, hop, on est à 684%, 680% à peu près depuis le bottom. C'est un x8 pratiquement, c'est énorme. Donc ceux qui ont acheté en 2020, ouais, fin 2020, début 2023, fin 2022, ils se sont gavés sur le BTC. Et nous, de toute façon, on a fait que faire des longs, on a fait que acheter. Donc nous aussi, on s'est gavés, même si moi, je ne l'ai pas eu au plus bas, mais voilà, on a quand même pu profiter de cette explosion. Mais bon, pour ceux qui n'étaient pas dans le marché, c'est pas trop tard, vous inquiétez pas. Tous les jours, il y a des opportunités. Et voilà, si c'est pas sur le BTC, ça sera ailleurs. Du coup, voilà. BTC toujours en bonne tendance. Pareil, du coup, pour Ethereum, qui est Ethereum un peu différent, qui a eu un début plus compliqué. Comme vous savez, pour ceux qui suivent un peu la crypto, bon, Ethereum a galéré jusqu'à début 2025. Et là, avec l'arrivée des ETF institutionnels, énormément d'inflow, BlackRock, etc. Et là, ça a explosé, ça a pété. On a fait un 230 ou 240%, hop, depuis le bottom, ouais. 240% fois 3,5 pratiquement depuis le point le plus bas. On était descendu ouais, en dessous des 1500 dollars, c'était magnifique. En plus, je l'avais dit en dessous des 1500 dollars.
Il faut vendre sa maison et acheter que de l'Ethereum. C'était donné, c'était vraiment donné, je le savais à 100% qu'il allait faire des plus hauts. Et voilà, encore une fois, il a explosé, pratiquement plus de x3. Et bon, ouais, pareil, hein, pour ceux qui écoutent et pour ceux qui savent prendre des risques quand il faut les prendre, bah, ils ont brassé comme on a brassé. Donc voilà, ça c'est parfait du coup pour Ethereum. Là, on voit qu'on a un petit retracement. Donc voilà, tous ceux qui ont acheté plus bas, il faut prendre des profits maintenant. Là, on est en hyper extension. Pardon, là. Si vous prenez pas de profit maintenant, vous allez jamais en prendre. Et moi, j'ai fait l'erreur. J'ai perdu énormément d'argent justement avec des moments comme ça où mon wallet il a explosé. Je suis là, je prends pas de profit, que je réfléchis. Les gars, quand vous voyez qu'il y a des bougies comme ça, énormes, vous voyez que vous avez des énormes, énormes bougies comme ça, c'est fini. Il faut direct prendre des profits. Ça veut dire là, hop, on a un petit retracement assez léger. Là, on est autour des moins 12, moins 15% là, à partir du point le plus haut, la TH. Bah, là, voilà, vous pouvez toujours prendre des profits ici. Mais je vous déconseille d'acheter à ce prix-là. On attend plus de confirmation. Là, c'est un peu risqué d'acheter sur ces niveaux-là. Mais voilà, en tout cas, Ethereum toujours haussier. Donc voilà, c'est très bon pour l'écosystème. Par rapport, du coup, on va passer aux heures. Donc pour ceux qui ne savent pas, aux heures, moi je regarde beaucoup. En gros, c'est le panier des entreprises, le panier des cryptos, mais en gros en excluant le top 10. En gros, c'est la capitalisation boursière de l'écosystème total des cryptos, mais on enlève les 10 cryptos les plus capitalisés. Donc on enlève Bitcoin, on enlève Ethereum, on enlève l'USDT, que c'est des cryptos à 200, 300 milliards de market cap. Et du coup, on obtient ce graphique-là qui correspond un peu à tous les altcoins, tous les petites cryptos. Donc en gros, la montée de toutes ces petites cryptos, donc leur capitalisation totale. Là, on voit quoi? On est toujours en tendance haussière, un peu plus latéralisante que sur BTC et Ethereum. Voilà, c'était un peu plus compliqué sur les alts, c'est des cryptos beaucoup plus risqués. Vous imaginez bien avec l'année qu'on a eue là, pour ceux qui ont suivi, les conflits géopolitiques, les problèmes économiques, on était en stagflation sur l'économie américaine, c'était un bordel. Ça veut dire forcément les gens étaient moins aptes à prendre du risque. C'est pour ça que ceux qui hold, je les vois, ils attendent une ad saison, ça fait 2 ans et demi, ils font pas d'argent. C'est pas comme ça que ça marche. Vous n'allez pas faire d'argent comme ça. Votre loyer, il faut le payer tous les mois. Ça veut dire comment faire? Bah, faut encaisser, il faut avoir plusieurs stratégies, diversifier et faire un effet de roulement. Quand vous prenez un peu d'argent là, ici c'est calme, vous en prenez ailleurs. Et voilà, c'est un effet de roulement qu'il faut faire. Parce que là, ceux qui attendent de la fameuse alt saison, là, comme j'entends, ça me fait un peu rire. Bah, vous l'attendez depuis très longtemps. Bon, malgré ça, il y a quand même eu de gros multiples. On a réussi à faire quand même des belles performances sur les alts, mais c'est sûr qu'un peu décevant sur cette année-là, malgré que voilà, la tendance est quand même, on va dire, haussière slash latéralisante. Mais bon, voilà, on a fait un beau pullback là sur la zone de rechargement, la RLZ. Et là, on voit que depuis ce niveau-là, on a fait une belle structure haussière quand même, un petit W. Et voilà, bon, c'est assez calme, on en attend plus. Mais bon, voilà, il faut rester confiant. Et même ceux qui sont en perte, je vous conseille d'attendre un peu parce que de beaux jours pardon, peuvent arriver sur les alts. Pareil, même charte sur Total 3, mais du coup qui comprend toutes les cryptos sauf BTC et ETH. Mais du coup, on a aussi des cryptos du top 10 qui ont bien pété comme XRP avec les grosses news qu'on a eues, etc. Ça veut dire que la capitalisation est un peu plus montée que sur Other. Mais là, on voit que voilà, ça ressemble énormément à la charte de Bitcoin. Parce que voilà, tout l'écosystème est calqué dessus. Et là, on voit que hop, voilà, théorie de dos, tendance haussière. Voilà, très basique. Donc pareil, on reste confiant à long terme, tant qu'on tient les 1000 milliards de capitalisation comme support, il n'y a aucun souci à se faire. Donc si on vient les casser, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais là pour l'instant c'est bon. Voilà. Donc voilà, aussi moi je regarde beaucoup le dollar. Donc le JIXI, qu'est-ce que c'est? En gros c'est l'indice, si vous voulez, l'indice du dollar qui est pondéré à un panier de devises, donc les plus grosses, GBP, en gros le livre sterling, franc suisse, etc. Et du coup, l'euro aussi à 52 ou 55%. Et du coup, là, on voit quoi? On voit que j'avais tracé il y a longtemps maintenant cette box. On a fait un gros range sur ces niveaux clés. Et là, voilà, le dollar, l'indice du dollar est stagné un peu, latéralisé. On a eu une petite première cassure liée aux élections Trump. Voilà, beaucoup d'excitation, énormément d'afflux sur cette devise. Et après, voilà, dès que Trump il a commencé à nous sortir des dingueries, hop, le dollar s'est effondré, ça s'est tombé. Il y a eu un petit support parce que c'est quand même un support assez puissant ce niveau-là. Du coup, on a fait un petit rebond, mais ça n'a pas suffi. La pression vendeuse était énorme. Et surtout liée voilà, aux taxes douanières, parce que comme vous savez, Trump il a mis des taxes douanières aux Asiatiques. C'est un peu la guerre avec les Chinois, les Japonais, etc. Et les pays qui détiennent le plus d'obligations d'État des États-Unis, bah, c'est la Chine. La Chine et le Japon aussi, mais plus la Chine.
Et du coup, la Chine, ils ont dit, bah, ok, vous voulez nous mettre des taxes douanières, on vend toutes vos obligations, on ne vous finance pas concrètement. Et du coup, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait chuter énormément le dollar. Il y a ça, aussi d'autres causes, mais voilà, principalement c'était ça, du coup le dollar qui a bien chuté. Donc d'ailleurs, pour tous ceux qui investissent sur la crypto, quand vous investissez, ben, n'oubliez pas que vos cryptos, et d'ailleurs même vos actions, pour ceux qui ont des actions, sont cotées en dollars, enfin les actions américaines. Et du coup, quand c'est coté au dollar, qu'est-ce qu'il faut que vous regardez? Ben, le cours euro-USD. Pourquoi? Il faut toujours regarder euro-dollar parce que vous, quand vous dépensez au quotidien pour acheter à manger, vous connaissez, pour acheter le loyer, enfin pour payer le loyer, pardon, tout ça, ben vous payez en euros. Ça veut dire que vos cryptos, elles sont capitalisées en dollars. Donc si l'euro-dollar monte trop, ben, ça veut dire que l'euro prend trop de dominance par rapport au dollar et du coup, vous perdez énormément au change. Je vais faire un exemple tout simple. Imaginez, vous avez 1000 $ de crypto. Là, début d'année, vous avez 1000 $ de crypto. Ben, il y a un taux de parité entre l'euro et le dollar d'à peu près 1 pour 1. C'est-à-dire que pour vos 1000 $ de crypto, ben, vous pouvez acheter pour 1000 € voilà, de valeur dans votre vraie vie. Parce que vous habitez en France, vous utilisez de l'euro. Et bien là, à cause de la chute du Dixie, comme je vous ai montré juste avant, ben, l'euro-dollar maintenant a explosé voilà, entre 15 et 17%. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, vous perdez 15 à 17% au change. Donc pour vos mêmes 1000 $, vous avez aujourd'hui entre 850 et 830 euros. Donc ça veut dire que vous perdez 15 à 17% de votre panier général de votre wallet, et du coup en valeur, juste lié à la montée de l'euro-dollar. Du coup, voilà, c'est quelque chose qu'il faut toujours regarder. Donc, l'euro-dollar, maintenant, on est sur des niveaux assez hauts quand même. Il va être assez hop en monthly, donc ça, c'est quand même long terme. On était dans un canal descendant comme ça. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. C'est pas non plus l'indicateur le plus fiable. Mais bon, on voit quand même qu'on est sur des niveaux hauts. On a break à la hausse. Du coup, on peut potentiellement baisser, aller rechercher un taux de parité. Parce qu'il faut toujours. En fait, le problème, c'est que les devises, pour faciliter les importations et les exportations, il faut que toutes les devises gardent un certain taux de parité. C'est pour ça que d'ailleurs, les banques centrales essayent de baisser leur taux d'intérêt directeur en même temps et les monter aussi en même temps. Et là, on voit que voilà, on commence à être un peu haut là sur ce cours-là. Du coup, à mon avis, c'est pas le meilleur moment pour vendre vos actifs capitalisés en dollars face à l'euro. Mais attendez peut-être un moins 10%, du coup, 1 dollar égale 1,10 centimes. Voilà, par là, sur ces niveaux-là, histoire qu'on réintègre un peu ce canal, parce que là, on est un peu haut. Et du coup, moi, j'ai le même problème. Donc, j'attends aussi pour passer à l'euro. Voilà, par rapport à ça, donc voilà, on peut retenir quoi? Que la tendance des marchés américains, elle est très haussière, elle est bonne pour l'instant. Le temps que Donald Trump il ne sort pas deux trois autres dingueries, pour l'instant c'est carré. Et du coup, par rapport à l'écosystème crypto, bah, ça suit juste les altes. Pour ceux qui galèrent, restez patients. Vous avez des très très bons points d'entrée. Je ne vais pas faire de call, acheter ça, acheter ça. C'est à vous de faire vos propres analyses. Mais en tout cas, ceux qui sont vifs, vous savez qu'il y a des très très gros coups à faire sur la crypto en ce moment. Voilà, en tout cas, hop, on passe sur CoinGlass, là où je vais vous montrer quelques datas, quelques données. Là, vous avez ici le taux de financement. Donc, le taux de financement, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est? Ben, en gros, c'est le taux qui montre qu'il y a plus de personnes qui parient à la hausse sur le marché ou de personnes qui parient à la baisse. Je m'explique. En gros, là, quand ce taux est supérieur à zéro, il y a plus de personnes qui parient à la hausse que de personnes qui parient à la baisse. Donc, qu'ils achètent le marché plutôt que de personnes qui vendent le marché. Et à l'inverse, quand ce taux est négatif, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de personnes qui parient à la baisse que de personnes qui parient à la hausse. Donc là, on voit qu'on est proche des zéros. Donc voilà, ça ne va pas monter à 3 ou 4, hein. C'est un indicateur que vous allez voir à 0,01, 0,02. Voilà, c'est un peu léger. Mais là, on voit que c'est quand même assez bas, donc très proche de zéro. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a pratiquement autant de personnes qui parient à la hausse que de personnes qui parient à la baisse. Mais comme il est positif, donc supérieur à zéro, et ben, du coup, ça veut dire qu'il y a quand même plus de personnes en longue, du coup, en achat qu'en vente. Mais nous, du coup, comment on interprète ça pour faire de l'argent concrètement? Ben, du coup, nous, on va se servir de ça pour savoir comment sont les investisseurs et dans quelle configuration ils sont. Est-ce qu'ils sont plus haussiers sur le marché? Est-ce qu'ils sont plus baissiers? Est-ce que voilà, ils vont plus faire des achats, des shorts? Et nous, du coup, nous, on va toujours essayer de faire l'inverse de la masse, parce que la masse perd de l'argent. Et en fait, si vous comprenez facilement comment un market maker fonctionne, ben, vous allez comprendre comment interpréter ces datas pour faire de l'argent. En gros, quand il y a des taux de financement très hauts, il y a énormément de liquidations à aller chercher. euh,
au sud, parce qu'il y a énormément de stop loss au sud. Du coup, les market makers, pour pas perdre d'argent et gagner de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller faire une mèche, ils vont vendre le marché avec énormément d'argent pour aller chercher tous ces stop loss, liquider tout le monde. Du coup, nous, je vais vous montrer juste après. Hop, ici, voilà, c'est exactement ça. Donc là, vous avez la heatmap des liquidations. Donc plus c'est jaune fluo, plus il y a de liquidations. Là, vous voyez que les liquidations qui sont au-dessus, c'est des personnes qui ont parié à la baisse et qui ont mis leur stop loss ici. Les liquidations que vous voyez en bas, c'est des personnes qui ont parié à la hausse et qui ont mis leur stop loss ici. Du coup, là, toutes ces personnes-là se sont fait liquider. Voilà, parce que là, c'est un énorme niveau de latéralisation. Du coup, sur tout ce niveau-là, ceux qui savent pas vraiment trader, ceux qui vont jamais faire d'argent, ils ont fait quoi? Ben, ils ont mis leur. Enfin, voilà, en tout cas, qui doivent revoir leur stratégie. Ils ont fait quoi? Ils ont tous mis leur stop loss au même endroit, juste en bas de tous ces niveaux-là de liquidité. Et du coup, comme les stop loss ils étaient tous au même endroit, il y avait énormément de liquidation. Du coup, ça a tiré le marché vers la baisse. Ça, c'est pas forcément que les market makers, mais voilà, c'est la dynamique en gros. Et du coup, qui fonctionne comme ça. Et là, du coup, hop, on est venu liquider tout le monde. Voilà, voilà, on a liquidé 20 millions ici. Voilà, donc on est venu liquider tout le monde là et on peut du coup espérer que les market makers attirent le prix vers ici pour aller chercher un maximum de liquidation. Du coup, un maximum de personnes qui parient à la baisse. Parce que là, comme le marché était en baisse, du coup, les gens, ils ont ouvert énormément de shorts pour suivre la tendance. Du coup, il y a énormément de stop ici. Et vous, en gros, il suffit, enfin, en fait, il va vous falloir analyser toutes ces données-là pour savoir où vous placer intelligemment s'il y a plus de personnes qui parient à la baisse et essayer de ne pas placer vos stop loss au même endroit que tout le monde. Et voilà, il faut coupler toutes ces données-là pour investir intelligemment et aller dans le sens des institutions qui manipulent les cours. Voilà, donc par rapport à ça, donc, voilà, la carte de liquidation fonctionne avec le taux de financement, donc les funding rates que vous avez ici. Donc lui pour BTC, lui pour ETH. Pour ETH. Là, vous avez l'open interest. Donc là, l'open interest, qu'est-ce que c'est? Maintenant, c'est un autre indicateur qu'il faut coupler au reste. Du coup, l'open interest, si vous voulez, c'est l'intérêt ouvert des contrats. En gros, c'est quoi? C'est plus l'open interest là que vous voyez en vert monte, plus il y a de personnes en long et en short réunies. En gros, plus il y a d'intérêt sur le marché, plus il y a de personnes qui ont ouvert des positions. Donc, comment interpréter ça? Vous voyez là, si je zoome un peu, que plus l'open interest monte, plus le cours de la crypto aussi monte. Pourquoi? Ben, il y a plus de personnes qui investissent sur le marché futur, mais du coup ça fait monter les prix parce que généralement il y a encore plus d'engouement et voilà, c'est une tendance générale haussière. Du coup, il faut regarder aussi cet indicateur-là pour savoir un peu, si vous voulez, la hype et l'engouement sur le marché. Donc là, vous voyez que l'open interest est bien monté. Vous voyez que là, on est sur des niveaux où on latéralise. Donc on a eu une petite reprise haussière là sur les derniers jours. Donc voilà, c'est plutôt optimiste. Donc c'est pas mal. Quand on voit par exemple il y a un assez bon rebond haussier, ben, on peut potentiellement penser à ouvrir des achats, des longues du coup. Pourquoi? Parce que voilà, ça promet potentiellement une hausse des prix dans les jours d'après. Et voilà, mais bon, toujours essayer de zoomer et de coupler vos données. Là, on voit que sur Ethereum, un peu différent. Hop. Voilà, sur Ethereum, vous voyez, je vais vous expliquer une petite nuance après par rapport à ça. Mais là, on voit que sur Ethereum, l'open interest a vraiment bien chuté. Là où sur Bitcoin, il latéralisait un peu plus. Donc là, on peut interpréter ça un peu plus négativement. On peut dire que les investisseurs sont un peu moins confiants d'aller sur cet actif-là. Et du coup, on attend potentiellement une reprise un peu plus forte en essayant de casser ce plus haut et voilà, d'avoir un open interest qui monte un peu plus pour du coup privilégier les achats sur cet actif. Et là, vous voyez que l'open interest est en dessous du prix, à l'inverse sur BTC et sur Bitcoin. Vous voyez que, hop, si je zoome un peu, alors ça charge. Là, ici, vous avez l'open interest au-dessus du prix. Donc voilà, proportionnellement à l'actif ETH, BTC a beaucoup plus d'engouement à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça que le prix est en dessous de l'open interest. Voilà par rapport à ça. Donc du coup, pareil, pour les liquidations sur les dernières 24 heures, on a 340 millions de liquidations. C'est pas énorme. Pratiquement autant en long qu'en short. Donc du coup, comment interpréter ça? Ben, ça veut dire que c'est une journée un peu où on a latéralisé, où il y a eu un peu des plus hauts, des plus bas, ça allait chercher quelques seuils de liquidation, mais sans plus, voilà. Donc, parce que sinon, en 24 heures, on peut atteindre 1 à 2 milliards de liquidation, avec par exemple, si le marché a explosé à la hausse, on est allé liquider énormément de personnes qui ont parié à la baisse, du coup, vous allez avoir, je sais pas, 800 millions sur une journée en short. Donc voilà, une grosse journée volatile. Là, vous allez avoir entre 1 et 2 milliards de liquidation. Donc là, on sait que sur les dernières 24 heures, sans regarder les cours, j'ai même pas besoin des graphiques, juste avec ça, je sais qu'il n'y a pas eu d'explosion haussière ni d'explosion baissière, sinon il y aurait un des chiffres en long ou en short beaucoup plus grand que l'autre. Du coup, voilà, je sais que c'est une journée qui a latéralisé où on n'est pas venu chercher une énorme volatilité. Voilà par rapport à ça.
Du coup, si on regarde un peu, on fait le tour un peu sur les order flow. Donc là, on voit qu'on a ici l'OBV, quelques datas que je vais vous expliquer rapidement. Là, l'OBV, c'est quoi? Loan balance volume. En gros, c'est les achats en spot. Donc, comme vous savez, sur le marché des cryptos et même d'ailleurs sur d'autres marchés, vous avez toujours le marché spot et le marché futur. Qu'est-ce que c'est? Le marché spot, si vous voulez, c'est le marché sur lequel vous investissez et vous détenez réellement vos jetons, alors que le marché futur, c'est spéculatif. C'est là où vous allez prendre des trades avec de l'effet de levier, etc. Et ces deux marchés-là ont des acteurs différents, les investisseurs en spot et on va dire les traders en marché futur. Et du coup, ces deux prix-là, il faut dire qu'il y a deux BTC qui existent, un BTC spot, un BTC futur. Et du coup, là, c'est sur cet indicateur-là, l'OBV, c'est sur le BTC futur. Donc, en gros, les achats de Bitcoin. Donc, concrètement, monsieur tout le monde qui va aller sur Binance, il met sa carte, il achète 100 dollars de crypto de BTC, bah, ça va atterrir ici. En gros, plus l'OBV monte, ça veut dire plus il y a d'investisseurs qui achètent du Bitcoin sur le marché spot. Et du coup, là, on voit que l'OBV est en train de latéraliser et légèrement en train de monter. Donc voilà, potentiellement là, ça promet un gros afflux de liquidité, même si là on voit que c'est encore assez neutre. Donc voilà, c'est pas très non plus très haussier pour, par exemple, pour ceux qui veulent ouvrir un trade à la hausse. Bah, du coup, ils vont regarder ça, ils vont voir si l'OBV est plus en tendance haussière. Est-ce que les gens ils achètent moins, est-ce qu'ils achètent plus? Et là, on voit que ça latéralise, donc c'est pas non plus très très optimiste, c'est assez neutre par rapport à ça. Du coup, là, vous avez l'open interest que je vous ai montré juste avant. On voit qu'il voilà, sur BTC, c'était ce que je vous montrais, il latéralisait pas mal. Donc voilà, aussi assez neutre. Mais, mais voilà, du coup, là, carrément, il a encore un peu en train de chuter. Donc du coup, ça veut dire que il y a un peu moins de hype sur ces derniers jours. Donc pareil, peu de volatilité. Donc un peu moins de chances de gagner de l'argent sur vos trades, même si on n'a pas besoin d'énormément de volatilité. Mais voilà, c'est un indicateur à prendre en compte. Vous avez le funding rate que je vous ai montré juste avant. Donc le taux de financement voilà, qui est positif. Donc il y a plus de personnes qui long que de personnes qui short, si vous avez retenu ce que je vous ai dit. Et là, vous voyez que par contre, si on se met en weekly, donc en long terme, donc une bougie égale une semaine, hop, le temps que ça charge, vous allez voir que le funding rate est beaucoup plus bas, par exemple, par rapport au niveau qu'on a atteint ici. Bon, le temps que ça charge, là, hop, j'ai quelques petits soucis de Wi-Fi, on va passer au volume. Donc là, vous voyez que sur les volumes, voilà, bon, sur les funding rate, comme je vous ai dit, hop, on voit que là, on est vraiment bas par rapport à ces niveaux-là. Donc ici, dites-vous, il y avait beaucoup plus de personnes confiantes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est venu liquider tout le monde. Parce que c'est des maths, on ne peut pas faire gagner tout le monde. Donc mathématiquement, on est obligé de retracer, on ne peut pas monter en flèche, descendre en flèche. Ça veut dire, là, une fois qu'il y avait énormément de personnes qui pariaient à la hausse, bah, si vous savez un minimum analyser et si vous suivez un peu ma chaîne et ce que je vous propose, vous savez très bien que sur ces niveaux-là, fallait vendre ou alors fallait rester neutre et pas commencer à prendre des shorts et à suivre la tendance, etc. Parce que là, vous allez vous faire arracher. Et du coup, c'est ce qui s'est passé pour tous ceux qui ont tradé là. Pareil pour ici, c'était des niveaux de surchauffe. Et du coup, si vous savez analyser, ben, vous allez éviter de perdre votre argent bêtement par rapport à ça, du coup. Voilà, hop. On va ensuite, du coup, par rapport au volume. Là, vous avez les volumes achat-vente. Hop, on va zoomer. Bon, là, c'est en long terme. On va se mettre en daily. Donc, une bougie égale un jour. Là, on voit que c'est assez neutre. Donc, bon, après, c'est assez facile à interpréter. Hein. Quand le cours monte, forcément, il y a plus de volume acheteur que de volume vendeur. Du coup, hop, vous avez cette courbe-là qui monte. Et là, on voit que voilà, ça correspond bien à la courbe du graphique. On est un peu en latéralisation. Donc, les volumes aussi importants à regarder. Mais voilà, on voit que ils nous en apprennent pas énormément plus que ce que le prix nous en apprend. Mais voilà, toujours à regarder avec le diagramme et voir un peu s'il y a plus de personnes optimistes que pessimistes, parce que c'est un peu comme ça qu'il faut réfléchir. Et toutes ces données vont vraiment nous servir pardon, à savoir où se situe l'investisseur moyen. Parce que l'investisseur moyen, il ne fait pas d'argent. Du coup, on va essayer de savoir où les gens mettent leur argent et prendre nos décisions comme des investisseurs professionnels. Donc voilà, faut toujours, si vous regardez pas ces graphiques, c'est comme si vous regardez vos investissements avec un œil, en gros. C'est comme si vous êtes à moitié aveugle. C'est-à-dire que vous êtes obligé de regarder des graphiques, obligé de faire vos analyses. Et là, comme ça, vous allez pouvoir être profitable sur les marchés. On passe directement aux news économiques. Donc là, on a le calendrier éco sur Investing. Hop. Donc là, on va se mettre sur la semaine dernière. On va analyser à partir de la semaine dernière. Hop, juste ici. Donc nous, ce qu'on regarde, c'est essentiellement le marché américain. Vous pouvez regarder le calendrier économique si vous voulez des grosses économies comme la zone euro, si vous voulez, à la limite, ouais, à la limite l'Angleterre, etc. Mais bon, ce qui pèse le plus à l'échelle mondiale, et si vous devez regarder vraiment qu'un seul pays, qu'une seule économie, vous regardez que les datas américaines.
Donc voilà. Là, on voit sur mardi dernier, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a eu les chiffres du PMI, manufacturier et PMI service. Donc, le PMI, pour ceux qui ne savent pas, c'est Purchasing Manager, Managing pardon, Index. En gros, si vous voulez, c'est le marché de l'emploi et le nombre d'emplois qui sont ouverts et le nombre d'emplois qui sont proposés. Du coup, là, on voit que c'est toujours un indicateur qui sera autour de 50, comme d'autres indicateurs économiques. C'est comme ça un peu qui quantifie les choses. En dessous de 50, marché en contraction, au-dessus de 50, marché en expansion. Et là, du coup, là, on voit qu'il a 52, donc ça veut dire que le marché de l'emploi est un peu en expansion, pas énormément, mais en expansion. Bon, c'est pas un indicateur que vous allez voir à 60-70, hein, qui est vraiment, ça va être autour des 50 toujours. Donc, allez, on va dire les bornes 45-55 max. Donc là, on voit qu'il a 52, donc voilà, il y a pas mal d'emplois qui sont proposés aux gens, donc que ce soit dans le domaine manufacturier, dans le domaine des services, pareil. Légèrement en dessous des prévisions, mais voilà, on est assez proche, donc rien d'inquiétant par rapport à ça. Donc par rapport au marché de l'emploi, c'est assez neutre, ça va, on peut dire, on peut bien interpréter ces chiffres-là. Du coup, voilà, on a eu le mercredi le lendemain des nouvelles bon, sur la vente de logements et le stock pétrolier, rien de très intéressant pour nous. Même si c'est voilà, c'est quand même des chiffres positifs, ça dénote une certaine croissance économique. Mais bon, là, on va pas regarder vraiment ça. Et du coup, hop, on a eu quoi jeudi? Donc jeudi, on a eu le PIB, les chiffres du PIB et les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc hop, on voit que le chiffre du PIB, il a un peu monté. Il a un peu monté. Voilà, on a eu des prévisions à 3,3. On a eu du coup un chiffre réel à 3,8. Donc quand même, c'est pas mal. Bon, après, vous ne faites pas avoir par ces chiffres-là, parce que l'économie américaine est énormément subventionnée. Il y a beaucoup de recyclage d'argent. Ça veut dire en croissance réelle, on n'est pas du tout à 3,8, mais bon, ça montre quand même qu'il y a une bonne dynamique sur cette économie-là. Donc voilà, on voit que c'est haussier. Et du coup, par rapport à ça, bah, du coup, c'est très bon parce que je sais pas si ceux qui ont suivi, mais en tout cas, sur les 2 premiers trimestres de l'année 2025, c'était une galère. La croissance, elle était très très faible, voire négative. Et du coup, on a frôlé la récession. Et ça a plus ou moins forcé Jérôme Powell à faire la baisse des taux d'intérêt pour relancer l'économie, les financements, etc. Parce que l'économie était vraiment en train de galérer. Pareil, je vous ai montré le PMI, le marché de l'emploi était en contraction, il y avait beaucoup de chômage, du coup il était obligé de baisser les taux pour tout relancer, refinancer les sociétés et restimuler de la croissance. Du coup, le PIB, on l'interprète positivement par rapport à ça. Du coup, voilà, bon, l'économie américaine a l'air de bien se porter par rapport au début d'année. Donc voilà, ici on a eu le vendredi, hop, le PCE Core. Donc le PCE Core, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est l'inflation. Donc si vous avez l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation en français, et vous avez le PCE Core. Donc quelle est la différence entre les deux? Les deux parlent d'inflation, mais le PCE, en gros, suit l'habitude de consommation des ménages. Là, vous avez le PCE Core qui a été annoncé à 2,9. Donc 2,9, c'est énorme, mais c'est pas bon pour nous, parce que plus l'inflation est haute, plus la baisse des taux d'intérêt est difficile parce qu'une baisse des taux d'intérêt, comme vous le savez, fait monter l'inflation. Donc si l'inflation est déjà haute et en plus on la fait monter avec un mécanisme de baisse de taux d'intérêt, ben, si vous voulez, les gens vont perdre trop de pouvoir d'achat et ça va mal finir. Voilà, il y aura moins de consommation et ça va faire un effet négatif. Donc là, on voit qu'on est à 2,9. Donc je vous rappelle que toutes les banques centrales essayent d'avoir une inflation autour des 2%. Donc là, on est à 2,9. Donc on est bien au-dessus de ces 2% là. Du coup, c'est ce qui a un peu freiné Jérôme Powell à faire ses baisses de taux d'intérêt. Et voilà, c'est aussi à cause des taxes douanières qu'a mis Trump à l'étranger. Et du coup, forcément, à l'importation et à l'exportation, donc les gens payent plus cher leurs articles parce qu'il y a des taxes. Donc forcément, ça fait de l'inflation. Vous avez du coup bon, bah, le PCE Core mensuel, là c'était le annuel. Bon, pareil, autour des prévisions, voilà, c'est pas très positif, ouais, c'est assez haut comme inflation. Voilà par rapport à ça. Du coup, maintenant on va regarder un peu sur cette semaine. Bon, là, je vous parle, on est mardi, du coup, il y a pas tout qui est sorti encore, mais là on voit que bah, voilà, vous avez le PMI cette fois-ci sur la Chine, donc là qui est légèrement en contraction, en dessous des 50, mais c'est assez neutre, comme je vous ai expliqué juste avant. Et voilà, par rapport au marché américain, donc cette semaine, on aura quoi? On aura les rapports JOLTS. Donc en gros, voilà, c'est une nouvelle offre d'emploi comme il y a écrit. Et voilà, bon, c'est pareil, ça va parler un peu du marché du travail de manière générale, un peu sur tous les domaines, manufacturiers, du service, etc.
Et là, vous allez voir un peu s'il y a, il y a beaucoup d'emplois qui ont été créés, un peu moins, et du coup, c'est un indicateur aussi important. Pareil pour la confiance des consommateurs qui va avec l'inflation, là qui a attendu un peu en baisse par rapport à la précédente, donc un peu négatif par rapport à ça. Mais voilà, c'est toujours assez neutre, hein. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de news, si vous voulez, qui est très très bonne ni très très mauvaise. Là, pour l'instant, on est sur des nouvelles économiques un peu stables, donc c'est pas mal parce que ceux qui ont suivi début d'année, on s'est bien fait arracher. Il y a eu trop de dingueries, ça veut dire là, on se calme un peu. C'est pas mal, et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai montré juste avant. Hop, les marchés américains montent, ils montent pas pour rien. Les gens achètent des actions, pourquoi? Parce que le monde et l'économie est stable. Sinon, ils se réfugient sur l'or. Bon, voilà, l'or est également monté cette année, voilà, en flèche. Mais bon, voilà, c'est essentiellement pour ça que le marché boursier a bien rebondi. Voilà, donc on aura ça. Voilà, le mercredi 1er octobre, on aura pareil le PMI manufacturier du mois de septembre, parce que c'est toujours, on parle, vous aurez toujours les chiffres du mois précédent. C'est rétroactif quoi. Voilà, les créations d'emplois du secteur non agricole. Voilà, bon, vous avez quelques news encore, le PMI, les chiffres du chômage. Donc essentiellement une semaine basée sur l'emploi. Donc vous aurez pas mal de choses à analyser sur le marché de l'emploi américain et voir un peu la dynamique globale. Voilà par rapport à ça. Donc voilà, je vous parlais de taux d'intérêt directeur. Bah là, vous avez ce site là pour ceux qui ne connaissent pas sur le CME Group, donc Chicago Mercantile Exchange, pardon, c'est la bourse des professionnels et des institutionnels. Là, vous avez ici, sur cette page-là, les taux de probabilité des prochaines baisses des taux d'intérêt directeurs pour les FOMC. Là, le prochain FOMC, il est le 29 octobre. Donc là, vous voyez qu'on a une prévision à 92% d'avoir 25 points de base de baisse de taux d'intérêt directeur. C'est-à-dire qu'en gros, 25 points de base de baisse de taux d'intérêt directeur, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ceux qui débutent? Mais en gros, ça veut dire que quand ce taux d'intérêt baisse, ben vous, quand vous allez à la banque, vous allez payer moins cher votre crédit parce que le taux d'intérêt à rembourser à cette banque-là commerciale sera moins cher et du coup vous allez pouvoir faire plus de crédit, plus de financement et pouvoir acheter plus de choses et du coup votre argent va aller dans l'économie, va financer des entreprises qui vont eux-mêmes refaire plus d'opérations, etc. Et du coup ça fait un cercle vertueux et ça permet à l'économie de croître. Et du coup, au marché financier, c'est ce qui nous intéresse principalement, de croître également. Du coup, on voit qu'on a une baisse de taux d'intérêt de 0,25%, donc 25 points de base. C'est pas énorme, mais à l'échelle de l'économie américaine, il faut se dire que c'est déjà monstrueux. Ça parle en dizaines, centaines de milliards de dollars. Voilà, on a déjà eu une baisse sur le dernier FOMC là, mi-septembre de 25 points de base. Donc voilà, pour le prochain FOMC, on a une prévision à 92% de revoir 25 points de base de baisse de taux d'intérêt. Donc généralement, ces nouvelles sont très bien interprétées par les investisseurs et c'est pour ça que quand on a des baisses de taux d'intérêt, directement les cours des cryptos et d'autres actifs montent parce que voilà, c'est toujours une bonne nouvelle pour les investisseurs. Voilà, donc pour le FOMC du 10 septembre, on a cette fois-ci 70% d'un corps à voir, pardon, 25 points de base de baisse de taux d'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'on a sur 2 mois, enfin sur les deux prochains FOMC, 0,50% de baisse de taux d'intérêt. Donc 50 points de base, pardon. Donc voilà, c'est pas mal, c'est un demi pour cent. Donc si on baisse encore, on va se retrouver avec des taux voilà, à partir d'ici, on a 4,25, donc 3,75%. Donc on sera déjà bien plus bas, parce qu'à 2-3 mois, on était à 4,5. Donc on aura pratiquement perdu 1%. À l'échelle de l'économie américaine, c'est énorme. Et du coup, ça va faire exploser les marchés. Bon, après, bien sûr, on est haut. Si je vous retrace tout l'historique, par exemple, pendant le Covid, voilà, période 2020-2021, on avait des taux d'intérêt à 0%. C'est pour ça que les marchés américains, ils ont explosé, parce que l'argent était littéralement gratuit. Ça veut dire que tout le monde pouvait emprunter de l'argent, donc les gens, ils avaient beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de pouvoir d'achat. Mais bon, après, il y a toujours un prix à payer, il n'y a rien qui est gratuit. Et les années d'après, grosse hausse des taux d'intérêt pour réduire l'inflation. Et voilà, les gens ils ont énormément perdu en pouvoir d'achat, justement à cause de cette baisse des taux d'intérêt. Donc voilà, c'est un mécanisme qu'il faut doser. On ne peut pas exploser à la hausse les taux d'intérêt pour vraiment réduire l'inflation, parce que l'économie a besoin de tourner. On ne peut pas également les mettre à 0% pour vraiment faire exploser les marchés et que tout va pour le mieux, parce que ça va faire monter l'inflation et les gens vont également perdre en pouvoir d'achat. Du coup, c'est toujours un équilibre à chercher. C'est pour ça que on a ces taux de probabilité là pour les prochains FOMC. Voilà, il n'y a rien de sûr. Voilà, bon, toujours par rapport à l'inflation. Là, vous avez cet indicateur là qui nous dit qu'on a une inflation. Donc cette fois-ci, c'est pas le PCE, mais c'est l'IPC, l'indice des prix à la consommation. Donc c'est l'inflation, si vous voulez, moyenne, qui est autour des 2%.
là où le PCE, qui suit les habitudes de consommation des ménages, est un peu plus haut. Mais là, c'est l'inflation à l'instant T, donc en temps réel. Là où le PCE que je vous ai montré juste avant était en rétroactif. Du coup, là, vous aurez ces données-là, peut-être dans un mois, dans deux, trois semaines. En moyenne, c'est 45 jours entre ici et les sorties réelles, donc sur le calendrier économique. Donc voilà, là c'est l'inflation à l'instant T, donc les 2% là, vous allez les voir s'afficher dans le calendrier économique d'ici 45 jours. Donc voilà, on va dire, on sait à l'avance les données qui vont sortir. Et là, du coup, on voit que bah, c'est pas mal, parce que comme je vous ai dit, la target des banques centrales, c'est à peu près les 2% pour maintenir une croissance économique, mais pas non plus générer une inflation énorme. Et du coup, là, on est bien autour des 2%. Donc voilà, c'est bon pour les marchés. Et du coup, pour les prochaines baisses de taux d'intérêt, comme l'inflation n'est pas hors de contrôle, on pourra avoir des taux plus bas et du coup des marchés beaucoup plus favorables pour nous. Bon, voilà, c'était un peu tout pour cette vidéo. C'était un peu long. Je sais qu'il y a pas mal de choses pour ceux qui débutent. Mais voilà, essayez de toujours coupler les indicateurs. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez la barre des commentaires. Hop. Et pour ceux qui veulent encaisser avec nous, tous les jours on arrache tous les gars sur les marchés. Donc je vous mettrai un lien en description, groupe totalement gratuit. Vous avez tout, vous êtes avec nous, je vous partage tous mes investissements. Et en ce moment on arrache tout, donc profitez-en.